Voilà. Donc, on parlait de mutation. Nous, on a le sentiment qu'on a affaire à une véritable révolution. Et la révolution, on l'annonce depuis une dizaine d'années, depuis la bulle Internet à peu près. Et aujourd'hui, nous, en tant qu'acteurs et en tant qu'observateurs du marché, on pense que la révolution est effectivement en train de se déclencher maintenant. Alors, un petit moment, on a parlé de marketing produit, on a parlé de produits sans ammoniac, de colorants. Je vous invite à lire un livre de Michel Serres, un philosophe. Il n'est pas très gros, hein, ça ne prend pas trop de temps. Et Michel Serres, c'est un vieux monsieur, académicien, philosophe, et il a écrit un livre sur Petite Poussette. Petite Poussette, pour lui, c'est une dame qui a une trentaine d'années, qui est née avec l'Internet, avec le smartphone, on va dire, et elle a les pouces tellement agiles que c'est pas le petit pousset parce que c'est une fille, mais c'est Petite Poussette. Elle sait taper des SMS à toute vitesse, etc. Et quand on lit son livre, qu'est-ce qu'il nous dit? Pardon. En deux mots, il nous dit aujourd'hui ce qu'on vit, c'est une révolution à l'échelle de l'humanité aussi importante que celle qui a été vécue à l'époque de l'écriture et à l'époque de l'invention de l'imprimerie. Peut-être qu'on peut ne pas aller jusque-là, mais en tout cas, ce qui se passe aujourd'hui, pour nous, est un changement radical. Quand on regarde les consommatrices ou les consommateurs qui sont aujourd'hui en âge d'acheter, qui sont en âge de décider, et qu'on les compare à ce qu'ils étaient il y a une trentaine d'années, on parlait des digital natives. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est des gens qui sont nés dans les années 80. Un certain nombre sont ici, d'ailleurs. Qui ont grandi, je dirais, qui ont démarré avec un téléphone portable en entrant en sixième, qui ont eu leur ordinateur portable, pardon, leur ordinateur portable, en rentrant au lycée, et leur smartphone en arrivant à l'université. Donc c'est des gens qui sont totalement natifs digitaux, c'est d'où le terme. Et aujourd'hui, ils arrivent à leur trentaine, c'est vos clients, c'est les clients qui décident, c'est vos fournisseurs, c'est les décideurs des entreprises, il y en a même qui sont ministres, et ces gens-là, ils sont nés avec des claviers au bout des doigts et un réflexe digital, ils sont des digital dads. Donc effectivement, les choses ont changé. Ce qui est important aussi, c'est de regarder la vitesse à laquelle ça change. Nous, on a le sentiment que ça s'accélère. On faisait un point récemment sur les sites Internet et leur classement en matière de fréquentation, et il est frappant de remarquer que parmi les 10 premiers, les 8 premiers n'existaient pas il y a 10 ans. Et que Facebook, là je vais fêter l'anniversaire de mon fils de 7 ans l'année prochaine, donc il est né en 2006, Facebook a ouvert au grand public en septembre 2006. Donc il est plus jeune que mon fils de 7 ans, mais pourtant il n'est pas très grand. Donc ça va à toute vitesse, et c'est quelque chose de relativement mûr, mais en accélération continue. Alors, quand on regarde aussi ces changements et qu'on les regarde par rapport à notre vie quotidienne, et qu'on regarde tous les mots qu'on a l'habitude d'utiliser, ils ont changé radicalement en moins de 10 ans. Que ce soit en termes je veux m'informer, j'ai une montre, j'écoute, l'iPod n'existait pas en 2003. Donc tous les mots ont changé d'acception en moins de 10 ans. C'est quelque chose que je voulais partager avec vous. Donc, par exemple, quand je parle de kiosque, aujourd'hui, le kiosque il est en train de se faire manger des parts de marché par des apps, par des liseuses électroniques, etc. Quand on parlait poker, moi je parlais poker, ça consistait pour moi à passer une bonne soirée avec des amis, entre amis, à jouer aux cartes, à boire un verre éventuellement. Aujourd'hui, alors donc il y a des gens de Winamax, je crois, de la salle. Aujourd'hui, ça se passe majoritairement derrière un écran. Quand on parlait cartes, c'était un truc un peu compliqué à ouvrir, à déplier dans une voiture sur laquelle on avait du mal à lire. Aujourd'hui, même les voitures les plus low cost ont proposé des GPS en option. Appeler un taxi, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2003, ça consistait à attendre sous la pluie, avec un peu de chance s'il y en avait un, sinon il fallait changer de tête de taxi. Aujourd'hui, il y a des applications comme ça, comme dit la pub, des applications qui vous géolocalisent, qui vous trouvent le taxi le moins loin, qui vous trouvent l'option monospace, etc., etc. Quand on parle musique, je crois qu'il y a des gens de Deezer aussi qui sont dans la salle, quand on parle musique, acheter un disque, ça consistait, il y a moins de 10 ans, il y a même moins d'un an, ça consistait à aller sur les Champs-Élysées, pas loin d'ici, aller chez Virgin, acheter son disque. Aujourd'hui, Deezer est passé par là, Spotify est passé par là. Pour 10 € par mois, vous avez un service complet. Des lunettes, donc là j'anticipe un petit peu, j'ai vu que Google voulait ouvrir des magasins pour présenter ses Google Glass d'ici quelques mois. Donc là aussi, on est, je dirais, dans des évolutions assez rapides. Le service consommateur, on n'en a pas parlé tout à l'heure dans le marketing, mais c'est un élément important aussi de relation avec la marque. Le service consommateur, il y a 10 ans, ça consistait
à avoir un service qui ouvrait des courriers de réclamation ou d'insultes, à prendre des coups de téléphone de clients très mécontents en général, parce que prendre le client, c'est assez impactant. Aujourd'hui, 10 ans après, avec un simple clic sur « je n'aime pas », il y a 10 000 personnes qui sont au courant en moins d'une heure du dysfonctionnement du service client ou de la mauvaise qualité d'un produit. Donc toutes ces évolutions, on peut les prendre une par une, se dire « bon ok, le monde change, c'est de la technologie, so what ». Nous, ce qui nous semble important et qui nous semble fondamental et commun à toutes ces évolutions, fondamentalement, c'est l'émergence et la donnée que ça permet de collecter, la donnée que ça permet d'analyser et le niveau de personnalisation que ça permet de déployer derrière. Qu'on prenne par exemple un Spotify ou un Deezer, vous allez voir des propositions de morceaux sur mesure, complètement personnalisées en fonction de vos achats, de ce que vous avez pu écouter. Les exemples sont multiples. Si vous allez sur Winamax, vous allez aussi avoir des choses assez particulières. Sur Autolib, vous avez une base de données qui se constitue avec vos trajets préférés, vos points de pick-up et de delivery de véhicules préférés, etc., etc. Donc toutes ces évolutions, au-delà d'être des ruptures dans les business models, puisque ça casse des pans entiers de l'industrie, que ce soit un Virgin ou que ce soit des compagnies de taxi privées ou autres, il y a un certain nombre de métiers qui sont secoués. Mais en même temps, si on regarde plus profondément, c'est la donnée qui est le cœur de toutes ces ruptures. Donc on arrive à quoi? On arrive effectivement à un torrent de données donc avec des chiffres que Eric a évoqués. Et ce torrent de données, ce volume de données qui s'accumule et qui est de plus en plus massif, il est favorisé d'abord par la baisse des coûts. Donc il se trouve que ce qui coûtait 100 à stocker il y a 10 ans, aujourd'hui coûte 1. Moi, j'ai un exemple simple. Je regardais à la presse un article de Walmart présentant son data warehouse en 2002. Aujourd'hui, pour un distributeur retail dans le textile qui stocke non seulement les tickets de caisse, mais aussi des photos, des vidéos, des commentaires, des blogs, etc., on arrive au même volume avec des volumes de vente qui sont 1000 fois moindres. Donc on a une véritable explosion qui rend aujourd'hui possible de stocker ce qui était absolument inconcevable il y a encore quelques années. À côté de ça, il y a un autre phénomène qui est assez important et intrusif, agréable ou pas, mais en tout cas qui est là et qu'il ne faut pas négliger, c'est l'explosion des objets connectés. En moins de 5 ans, on en prévoit une multiplication par 6. Alors ça va de votre voiture. Il y a des Toyota qui ont une application Facebook conçue pour Toyota, dans la Toyota, pour ceux d'entre vous qui l'ont. Vous avez les caméras de vidéosurveillance qui viennent remonter de l'information. Vous avez vos baskets, quand vous courez, si vous avez des Nike. Maintenant, il y a des applications pour ça, on dit toujours. Des frigidaires, des réfrigérateurs qui commencent à regarder ce que vous consommez et recommander le cas échéant. Vous avez même des fourchettes qui commencent à vous dire que vous mangez trop. J'ai vu ça au CES à Las Vegas. Je ne vous le conseille pas. En tout cas, moi, je ne l'ai pas acheté. Donc ça permet, derrière ces Internet of Things, ça permet de faire des choses un peu bizarres, intrusives ou à valeur ajoutée. Par exemple, je vais combiner des données transactionnelles, que les tickets de caisse, pour ne pas les nommer, avec des vidéos surveillance sur les visites pour câbler, je dirais, la tête des consommateurs, puisque maintenant j'ai des logiciels qui permettent d'analyser les émotions d'un consommateur et de les mettre en relation avec ce qu'il a pu acheter, parce que je sais l'heure à laquelle il a acheté, qu'est-ce qu'il a acheté, etc. Voilà le genre de choses que ça ouvre. Ensuite, quand on regarde ces données, si on regarde un petit peu plus en détail, l'explosion des données, elle permet aussi d'aller vers de plus en plus de précision. Si on regarde les strates de maturité, les strates de maturation des données sur lesquelles on a été appelé à travailler dans les 10 dernières années, on a commencé sur des données type questionnaire, 300 clients ou 3000 clients sortis de caisse, est-ce que vous aimez, est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous achetez, etc. Ça suffisait déjà pour fabriquer une stratégie marketing, faire du post-test, du pré-test ou autre. Derrière, on a commencé à construire les premiers programmes de fidélité, dans les années 90, on va dire, sur lesquels on a collecté de l'information socio-démo, le nom, l'adresse, monsieur, madame, quel âge, et ça permettait aussi de commencer à segmenter des programmes. Derrière, très rapidement, derrière les programmes de fidélité du pressing, où il suffisait de faire une encoche à chaque passage en caisse, on a commencé à stocker et à analyser tout ce qui tournait autour des tickets de caisse. Ça, c'était dans le début des années 2000. Et puis, on s'est dit, finalement, les commentaires, tout ce qui est laissé comme trace sur les blogs, les forums, etc., peut être intéressant, et on va essayer de l'intégrer, de l'analyser, et d'en faire de l'information à valeur ajoutée, soit pour profiler des clients, soit pour étudier des marchés.
Et puis, très vite, on s'est dit, maintenant qu'on arrive à contextualiser, à savoir où est le client, comment il navigue dans l'espace, etc., c'est des informations à valeur ajoutée qui vont nous permettre de mieux cerner le contexte pour soit analyser, soit interagir en prenant en considération la localisation du client. Et puis, progressivement, on a vu les réseaux sociaux prendre une part non négligeable, voire significative, et à partir de là, on s'est dit, mais le client, il est dans un contexte, il a à la fois des gens qui sont dans son réseau, et il est dans le réseau d'autres personnes. Si on arrive à comprendre ce réseau, on va pouvoir développer du marketing prescripteur, du marketing influenceur, que sais-je. Et puis, plus récemment encore, maintenant, on commence à travailler sur les données de comportement d'usage des médias. C'est-à-dire que là, concrètement, je vais regarder à quelle vitesse vous déplacez votre souris, à quelle vitesse vous cliquez sur une promo, sur une offre, pour savoir si je fais moins 10 ou moins 20, parce que si vous cliquez très vite, il est probable que vous l'avez déjà vu, donc ce n'est pas la peine que je fasse trop d'efforts pour vous. Donc c'est le genre de données qui permettent effectivement d'être de plus en plus précis dans le ciblage et dans l'interaction. À côté de ça, un défi, c'est... finalement, quand on regarde tous ces volumes qui sont très significatifs, on en a une grande majorité non structurée. Donc comment faire pour analyser ces données non structurées? Là, un certain nombre de technologies sont en train d'émerger. Facebook a racheté un truc qui s'appelle face.com. Alors il le branche, il le débranche, il le rebranche parce qu'il y a des problèmes légaux, mais finalement, c'est une technologie qui prend un film, prend une vidéo, reconnaît qu'il y a un visage, capte le visage et peut mettre un nom derrière à partir du moment où il est déjà dans la base de données sur une autre vidéo ou une autre photo. Donc ces informations-là, ces technologies-là, elles sont disponibles. On a vu récemment un institut d'enquête qui mettait des caméras en point de vente pour analyser, reconnaître facialement les consommateurs et analyser leurs émotions, pouvoir mettre en relation de la transaction, de la visite, de la navigation dans un centre commercial par exemple, et des émotions. Bon. Autre challenge, mais qui est aussi une opportunité, c'est 70% des données aujourd'hui sur tous ces volumes, ils sont créés par l'utilisateur. Donc si on sait bien accompagner le consommateur, si on sait bien l'accompagner, si on sait bien tirer, capitaliser, faire du judo, c'est-à-dire l'accompagner dans son besoin de s'exprimer, on peut capitaliser sur de la donnée sans avoir à investir pour la collecter et la mettre à jour. Si vous écoutez par exemple un Twitter et que vous avez une marque forte, je ne sais pas ce qu'il en est pour L'Oréal, par exemple sur Apple, vous avez entre 5 et 10 tweets par minute, en tout cas sur les fuseaux horaires, on va dire, américains, qui sont autant d'informations qui, mises bout à bout, nous permettent de cerner, je dirais, des opinions de consommateurs, voire de réagir si une opinion négative se fait jour, puisque 5 ou 10 par minute, c'est quand même gérable. Donc 70% des données créées par l'utilisateur, ça ouvre de nouveaux horizons, puisque ça permet d'envisager non plus de créer des bases de données, de les stocker, etc. chez nous, mais finalement d'avoir accès à des informations complémentaires qui sont sur les réseaux et de pouvoir capitaliser dessus sans en subir les coûts de collecte et d'analyse. Dernier point aussi important en termes d'opportunités, c'est qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle vague de technologies qui est en train d'arriver, ça s'appelle le Web 3.0. Ce n'est pas encore sur les étagères, mais ça commence à sortir sur un certain nombre de sites aux États-Unis, qui permet en fait d'interconnecter des sources d'informations entre sites Internet. Donc vous avez un site qui, par exemple, va gérer les modèles de voitures, un autre qui va gérer les pièces détachées, les référentiels de pièces détachées, et vous allez pouvoir faire une requête pour aller chercher les référentiels de pièces détachées d'un côté et les mettre en relation avec une voiture, ce genre d'application. Et donc là aussi, ça ouvre des possibilités, puisque vous pouvez très bien faire une requête dans laquelle vous allez pouvoir demain mélanger des informations issues de Facebook, de Viadeo et de votre propre base de données interne au fil des besoins. Donc, tout ça pour dire, ça fait des informations non négligeables qui sont stockées et qui sont appelées à se multiplier de manière très rapide. C'est une croissance exponentielle, c'est un fait, tout le monde l'admet. Alors, quelles conséquences sur le marketing? On l'a vu par le cas L'Oréal, mais c'est sûr que le marketing, pas juste regarder, continuer à envoyer des pubs, il y a autre chose qui va se passer. Alors, quand on regarde les priorités du marketing telles qu'elles sont évoquées par les directeurs marketing qui s'expriment dans les enquêtes, ces priorités marketing, elles sont en train d'évoluer, je dirais, de priorités liées au marketing direct, liées à la marque, à l'annonce, à la communication, on va dire, vers tout ce qui va tourner autour du CRM, du ICRM, du data mining et de l'analytique. Donc, en deux mots, avant, il fallait être créatif, il fallait communiquer, il fallait avoir des messages forts pour arriver à attirer un consommateur. Aujourd'hui, on est beaucoup plus entré dans le relationnel. Il s'agit beaucoup plus d'être analytique, comprendre et écouter, dialoguer. Comprendre, écouter, dialoguer. Individualiser.
Le one-to-one, ça fait 10 ans, 20 ans qu'on en parle. Hein. C'était un phénomène de mode à la fin des années 90. Aujourd'hui, et c'est là où est la révolution, c'est on arrive au stade où non seulement on en parle, mais en plus c'est faisable et c'est fait. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont déjà engagés de la véritable personnalisation. On n'est plus sur du segment, aujourd'hui on est sur du consommateur, et du consommateur dans un contexte. Mobile, on était sur des clients mono-device, enfin ils avaient un portable dans le meilleur des cas il y a 10 ans. Hein, on travaillait avec un portable et déjà avoir une antenne avec une carte 3G, enfin 3G ça n'existait pas. Une carte Edge en 2003 c'était assez rare. Aujourd'hui on est dans le multi-device. D'ailleurs ça pose aussi un problème pour les annonceurs et puis pour les médias. C'est comment je m'adapte et je vends des packages dans une optique multi-device où le client il va zapper sur 3 devices pour regarder une seule et même émission. C'est également une orientation vers un marketing omnicanal. Là aussi, on en a parlé dans l'expérience, le shopper experience, donc je ne sais pas comment tu l'appelles, mais on appelle ça l'expérience client. On était centré, on mesurait par canal, on mesurait par campagne, on mesurait par segment, dans le meilleur des cas. Et là, aujourd'hui, on est en train de basculer, grâce à l'individualisation, vers ce que nous, on appelle l'expérience client. C'est-à-dire, je prends tous les process de l'entreprise, je prends tous les canaux d'interaction de l'entreprise, je prends toutes les informations disponibles et j'essaye de trouver un moyen d'accompagner le client dans son expérience, tout canal, tout processus, pour qu'il adore ma marque et qu'il n'en sorte plus. Le contexte, hein, on a parlé tout à l'heure avec la géolocalisation et tout ce que ça permet de faire, le marketing est en train de basculer dans le contextuel. C'est-à-dire que prendre en considération où se produit l'interaction, au sein de quel acte de gestion, que ce soit un acte de gestion, un acte d'achat ou autre, va permettre de contextualiser l'interaction et donc d'être beaucoup plus percutant. Ce n'est pas la peine de proposer une promo à un client qui est au comptoir Air France parce que son avion n'a pas pu décoller à cause du froid. Ce n'est pas le moment, il faut attendre. Et donc c'est ce genre de points qu'on va faire dans la contextualisation. Et puis une des résultantes importantes de tout ça en termes de techno, c'est temps réel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites je veux être contextuel, il faut arriver à attraper l'événement au moment où il se produit. Et à partir du moment où on dit omnicanal, il faut être capable, et expérience client, il faut être capable de présenter une façade homogène, ou en tout cas une vision homogène de la marque, de l'annonce, du distributeur, au client, quel que soit le canal, et quel que soit le mode d'accès. Et à partir de là, ça sous-entend derrière une capacité à interagir et à capter et à restituer de l'information en temps réel, ce qui est technologiquement quelque chose de nouveau, qui devient faisable. Enfin, on en a parlé, c'est social. C'est-à-dire que le client il se situe dans un contexte, dans un environnement. Cet environnement, c'est à la fois des gens qu'il connaît, des gens qui le connaissent, qui parlent de lui, qui parlent de produits, etc. Et donc, on a de plus en plus de demandes, de besoins autour de ce qu'on appelle le marketing prescripteur ou le marketing influenceur. Alors, c'est une grande mode dans les telcos, mais le retail commence à s'y mettre. Hein. On a vu les informations en point de vente où j'appelle une copine pour savoir ce qu'elle pense d'un produit. C'est le genre de choses qui relèvent du social et font qu'aujourd'hui, le marketing n'est plus tout à fait pareil. Donc les compétences requises, donc on voit que le marketing évolue, il est normal que les compétences requises évoluent aussi. La même étude que celle que je citais tout à l'heure dit aujourd'hui, moi les priorités, c'est la connaissance client, c'est le data mining, c'est les capacités analytiques. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit finalement qu'on avait un marketing très orienté, donc qui extrapolait, donc qui avait besoin d'être imaginatif, qui avait besoin d'être frappant, qui était très hémisphère droit, qui faisait appel à l'imagination majoritairement, et un petit peu d'études, on va dire, à un marketing beaucoup plus hémisphère gauche dans lequel on va être beaucoup plus fondé sur l'analytique et sur la mesure. Et ensuite, quand on a dit ça, depuis des années qu'on agit sur ce marché, on a toujours cherché à faire des partenariats avec des agences ou des sociétés du monde du marketing, issues du marketing, qui, alors, soit venaient du digital, des web agencies, soit venaient du créatif, des agences de com, des agences de pub, soit venaient des opérations ciblées, des boîtes de marketing service, de marketing direct, etc. Et on a constaté qu'aucune n'avait véritablement fait aujourd'hui sa révolution et avait intégré le digital et la data et l'analytique. Donc ce qu'on a décidé, après quelques années d'attente, ce qu'on a décidé, c'est de prendre les devants et de dire, OK, nous on maîtrise toutes ces dimensions analytiques, données et data. Et ce qu'on va essayer de faire progressivement depuis 1 an ou 2, c'est d'intégrer les capacités digitales créatives
et de marketing direct pour offrir un service complet, donc un service complet qui va vous être présenté plus en détail par Sylvain, mais qui part de la data et offre toute la chaîne de valeur du marketing depuis la créa jusqu'à la campagne et les opérations.